Alors, ma communication s'intitule Luxe et Brand Kant, cadrage pour l'analyse des transmédialités numériques du luxe. Cette communication suivra le cheminement suivant. Je vais commencer par la présentation du contexte de cette recherche, pour ensuite présenter la problématique, les hypothèses, les différents exemples d'études qui m'ont permis d'analyser les transmédialités numériques du luxe, pour en finir avec une conclusion. Manel, si je peux vous interrompre, désolé, deux secondes, est-ce que ce serait possible de basculer votre PowerPoint en diorama, comme ça on verrait mieux les slides? C'est comme ça? Oui, comme ça c'est beaucoup mieux. Le son, sachez aussi que le son n'est pas très bon, manifestement. Je viens de lire en commentaire sur le chat, donc n'hésitez pas peut-être aussi à ne pas parler trop vite pour laisser le temps de lire les slides et qu'on fasse au mieux avec les conditions du micro. Merci. D'accord. Alors, à l'homme de l'Internet et du numérique, où l'émotion devient la monnaie d'échange de l'attention, les marques se lancent dans l'attractivité sensible et émotionnelle d'un hyperconsommateur en quête de sensations variées et de nouveaux repères. Certaines marques, les marques de luxe notamment, tendent davantage à devenir des véritables médias pourvoyeurs d'un message non commercial. Autrement dit, les marques quittent le territoire du produit, cadre primaire de l'interaction, pour en développer un cadre secondaire, celui du marché des valeurs et des mythologies. Un contexte extrêmement favorable au phénomène de dépublicitarisation évoqué par Pétrin Leclerc et ses collègues. Le brand Kant s'inscrit en fait depuis quelques années au sein de ces phénomènes. Alors, par définition, le brand Kant est une forme de marketing de contenu. Il désigne généralement des contenus éditoriaux, conseils, tutoriels vidéo, articles pratiques, forums, reportages, proposés sur Internet ou sur des supports papier ou TV. Il peut également prendre la forme de nombreux autres contenus, comme des vidéos, des jeux, des expositions et des livres. Son objectif premier n'est pas commercial au sens propre du terme, mais plutôt d'influer une relation marque-consommateur solide et durable par le biais d'une expérience profitable et unique au sens d'Olivery et Théol dans leur ouvrage que je vous montre ici, la création de contenu au cœur de la stratégie de communication, storytelling, brand campaign et inbound marketing. Alors, paradoxalement, sa pérennité semble s'incarner dans un métadiscours ou encore un métarécit, pour reprendre le terme de Jean-Claude Solage, donc un métarécit d'expertise marketing fondé également sur la valorisation de la marque, son territoire et ses valeurs immatérielles et son identité. D'où, métaphoriquement, alors, le brand de Kant est identifié comme de nouveaux territoires de narratologie transmédiale que marque à explorer ou à inventer. Donc, cette stratégie a su séduire également le secteur du luxe, car elle offre la possibilité de se créer un univers unique. Elle permet en outre de mettre en valeur le patrimoine historique, culturel et le rayonnement de la marque. De fait, le brand Kant correspond parfaitement aux attentes de ce secteur et joue continuellement sur l'émotion auprès de ses consommateurs, sensibles aux rêves, au monde onirique qu'offre le luxe. À travers des histoires et du transmedia storytelling, ce processus élaboré par Jeremy, les marques de luxe, longtemps réticentes face au digital, propulsent d'emblée vers de nouveaux récits de situations émeuvantes, fondés également sur des mondes fictionnels familiers de leur univers, des mondes désormais transmédiaux, rêvés et imaginarisés. Alors, c'est dans ce contexte également que je vais essayer de voir comment les marques de luxe ont adopté et intégré le transmedia storytelling à leur stratégie de communication, et ce en fonction de catégorisation d'appartenance des contenus, de savoir le bénéfice qu'il apporte, pratique, informatif ou encore ludique et distrayant. Et capacité du transmedia storytelling à bâtir une stratégie de communication de marque inédite et articuler ainsi des mondes transmédiaux de narratologie
X. Et enfin, la troisième question, en quoi les transmutualités numériques et non numériques, j'ai ajouté ce terme juste hier soir après avoir écouté Mélanie Bourda. Donc, je reprends, en quoi les transmutualités numériques et non numériques réconcilient les consommateurs avec la publicité du luxe en proposant des expériences enrichissantes et uniques. Alors, afin d'aborder des éléments de réponse à cette question, j'ai formulé les hypothèses suivantes. En mariant un savoir-faire en communication numérique avec les modes de production hérités de l'audiovisuel et en mobilisant les théories du brand scan et du transmitting, les marques de luxe créent sans cesse des contenus toujours plus imaginatifs et fictionnels. Ils ont certainement les prouesses techniques, des fonctionnalités et des objets mystères. Elles se sont inscrites dans l'espace de complexité narrative et de culte d'excès où la distinction entre monde réel et digital n'existe plus. Le luxe est alors pensé au-delà de l'objet, c'est la culture de la singularité digitale et non digitale, c'est l'expérience au sein des univers de narratologie complexe. Alors, avant de procéder à l'analyse des exemples qui constituent mon corpus d'études, je reviendrai sur différents types de brand scans. Donc, selon Elevry, Espinosa et Wassilia Rouge, le contenu peut être valorisé pour son attrait ludique et distrayant. On parle là du brand utility. Pour son côté pratique, il rend service, le brand utility, ou encore pour son intérêt, il permet d'apprendre des choses, de se cultiver. Le brand visibility. Alors, donc, premier exemple d'étude, le brand visibility, je commence avec Chanel. Alors, en 2011, Chanel lance une web série intitulée Inside Chanel, un bon exemple de transmedia storytelling. Cette web série retrace l'histoire de la maison de couture à travers 32 vidéos allant de la vision de Coco Chanel, selon Karl Lagerfeld, aux couleurs de Chanel, en passant par le célèbre numéro 5. Cette web série nous plonge dans les codes et la grande histoire de la maison, sublimée par le travail formel hyper contemporain, parfaitement pensé pour nourrir les décryptages savants de la génération Y. Chanel est comme la plupart des marques de luxe, elle a un vécu, elle a traversé l'histoire, ici l'histoire c'est avec un grand H, elle apparaît dans des moments historiques aux côtés de ceux qui ont écrit l'histoire, qu'ils soient politiques, artistes ou cinématographes. Parfois, ce sont même ces moments et ces personnages qui ont permis à une marque de changer de statut et les nécessairement chercher. Donc, chaque chapitre ou mini-film de 5 minutes, on a donc à son propre thème, mais le graphisme est commun à chaque vidéo avec un ton donc lyrique et solennel. Gabrielle Chanel, cette femme charismatique, est un personnage transmédiatique qui fait le lien entre les chapitres de cette web série Inside Chanel. Alors, deuxième exemple de l'éditant. Pour faire adhérer les consommateurs, les marques créent ainsi des contenus autour d'un univers culturel et de valeurs leur correspondant. L'Éditant propose ainsi une offre étendue de contenus éditoriaux autour du thème du voyage. L'entreprise a donc développé des guides touristiques, des audio-guides, des vidéos interactives où les individus suivent les déambulations d'une personnalité dans une ville, comme Catherine Deneuve de Paris, André Agassi à New York, Kate Richards dans la capitale britannique. Chaque vidéo met en exergue les perceptions uniques et personnelles de la vie des personnalités et des villes qu'elles représentent. Alors, ce contenu permet d'exprimer l'idée du voyage pour du temps, tout en renforçant l'attachement à la valeur centrale de la marque, tout comme le court-métrage intitulé L'invitation de voyage, créé en 2012, ou l'exposition dédiée au patrimoine de la marque, offrant un voyage dans le temps et dans l'espace avec une présentation pré-documentée des moyens de transport qui ont permis à Vuitton de devenir une maison emblématique du bagage de nos jours.
J'ai perdu à certains temps la voix. Alors, donc les contenus de marque n'appartiennent pas tous au brand visibility. Un autre type de contenu appelé le brand utility permet aux marques de proposer ces contenus qui ont pour vocation de rendre service. Et si je reprends l'exemple de Hermès, Hermès est classé 14e au classement international des 100 entreprises les plus innovantes, une récompense justifiée par une réussite économique insolente et pérenne, mais plutôt encore par une créativité digitale sous influence qui fait d'elle un ovni, un modèle bien au-delà des terres du luxe. L'exigence d'Hermès est de ne jamais suivre les tendances pour mieux se concentrer sur la diffusion de l'esprit du passé, d'une application mobile pour apprendre à bien nouer sa cravate tout en s'amusant, à un film muet en immersion dans les ateliers, autant d'initiatives plus d'Hermès que jamais afin d'inspirer les futurs désirs de ses clients. Hermès a su retranscrire donc la magie de son ADN dans ses prises de parole transmédiatiques, sa boutique en ligne, la Maison des Carrés, donc un e-shop réalisé à partir d'illustrations, ses films YouTube de déconnexion numérique comme Le Jardin de Monsieur Lee, Painting Can Be Read Like Book, ou encore son magazine papier Le Monde Hermès, qui trivie le temps du numéro automne-hiver 2014 à l'aide de son application mobile transformée pour l'occasion en véritable baguette magique. La promesse aussi du site manifeste dédié à l'univers masculin va plus loin en proposant des listes pour mieux désorganiser le sérieux et les quotidiens des hommes. Donc les exemples sont nombreux et démontrent qu'une magie digitale diffusée avec fantaisie et légèreté permet de créer un souffle de beauté et de fascination durablement plébiscité par le public. Alors, autre que ces exemples d'Hermès, on retrouve d'autres contenus qui, en plus de rendre service et aider les individus dans leur quotidien, servent de mode d'emploi des produits ou des services vendus ou encore de présentation de gamme de produits. Ils donnent des informations et des idées d'utilisation comme les tutoriels de maquillage avec leur com ou Dior Makeup sur Instagram. Donc, on retrouve également des interviews des maquilleurs professionnels partagées ainsi sur d'autres médias. L'important dans ce contenu n'est pas le produit lui-même, mais la catégorie de produits dans laquelle il s'intègre et si le produit intervient comme un élément logique à prendre en considération du conseil ou tutoriel proposé. Il est aucunement perçu comme produit d'achat. Alors, je termine avec la troisième catégorie. Alors, le brand affinity. Ici, je prends l'exemple de Cartier, le lycée de Cartier. En 2012, à l'occasion de ses 165 ans d'existence, Cartier se lance dans le brand camp en créant un court-métrage de 3 minutes 30 secondes. Et grande première, celui-ci diffusé un dimanche sur TF1 à 1 heure de grande écoute. Aussi, durant les spots publicitaires et bandes annonces, le film multiplie les références à l'histoire de Cartier et à ses produits phares. Alors, je vais vous raconter un peu l'histoire de ce court-métrage publicitaire. Donc, l'histoire débute à Paris, sur la prestigieuse rue de la Paix. L'icône de la marque apparaît placée dans une vitrine, une panthère toute sertie donc de pierre se met en scène, le bijou est en effet placé sur un piédestal de centre d'un bâtiment en coupe à colonne, surmonté d'une coupole ouverte permettant à la lumière de s'infiltrer. La statue de la panthère prend soudain vie sous la lumière du jour. Sur la bague Trinity, la panthère, emblème de la marque, prend appui et quitte le dôme vers un monde enchanté des lieux emblématiques de l'histoire de la marque, représenté sous un jour particulièrement romanesque, la lancée d'une troïka dans un train séducteur léger, la confrontation au dragon transformé
en muraille de Chine, le palais de Maharaja en Inde, construit sur le dos d'un éléphant. Donc, au passage, les planches sont parsemées des plus célèbres créations de la maison. Le récit se clôt enfin par un retour sur la place Vendôme. À la tombée de la nuit, l'animal icône rejoint sa maîtresse qui apparaît avec de plus en plus de sensualité sublime, barré d'un bracelet en forme de panthère dont les pierres rappellent le bijou des premières secondes du film. Alors, 3 minutes et 30 secondes relevant une sur ces utilisations des éléments qui sont ici. Les créations de quartiers sont perçues de façon à la fois plus dense, avec un niveau d'engagement émotionnel visé plus fort et une surface de projection plus grande. En alliant nouvelles technologies d'animation et d'effets spéciaux, Cartier et grâce à ces storytellers qui ont su travailler en profondeur l'intégration narrative de leurs produits, a réussi de relever le défi d'en faire transparaître ses valeurs de créativité, d'élégance et de raffinement en fictionnalisant son passé. Le discours narratif de l'Odyssée de Cartier joue sa propre scène, relevant des genres de la science-fiction, du fantastique et du merveilleux. Alors que des images à fort pouvoir d'évocation narrative, transmettant une nouvelle proximité désirable d'un monde fascinant, lointain et virtuel, un monde hyper réel, menacé d'un excès de signification, où là tout est né qu'ordre de beauté, luxe, calme, isolité au sens de Baudelaire, un monde de visibilité hybride, désormais proche et familier, dans certaines figures faisant référence au monde réel et donc à l'univers de la marque. Et c'est là toute la magie des images fixées où se rejoignent la vitesse, le plaisir, l'évasion, la distraction, la beauté, l'émotion, la séduction et le bonheur. L'absence de la voix off augmente le climat étouffant d'un réel secondaire. Fortunées ou seules, les images fixées fascinantes semblent compter accompagnées d'une musique et l'outil s'inscrivant dans une logique fixée. Cela équivaut à définir le décès de Cartier comme œuvre d'art, une œuvre ouverte, pour reprendre la terminologie d'Umberto Eco, donc, où les spectateurs se retrouvent en quête de recherche permanente du more-of. La narration se manifeste dans ce contexte de si loin, si proche. Les storytellers ne cherchent non seulement à valoriser le passé du quartier et l'ancrer dans son histoire, mais plutôt créer une proximité émotionnelle et un lien de complicité. C'est ici une atmosphère convent, un désir de fil de la réalité, là où tout devient possible et fluide. Alors, je termine avec les derniers exemples de Kenzo. Alors, la communauté Kenzo fut inventée à l'occasion de la sortie du nouveau site de la marque en avril 2015, à séjourner dans une île virtuelle, conviviale et futuriste signée Toilet Paper Magazine. Clou de la visite, l'entrée dans la musée 3D de Kenzo grâce à The North Pole, si j'ai bien prononcé le nom, donc qui plonge le visiteur dans une expérience immersive du transmédia par la navigation intérieure hybride à la souris ou le téléphone mobile, sous les guides hypnotiques de l'artiste Fatima El Kadri. Un véritable tour de force qui incarnait toute l'ambition culturelle de la marque. Donc voici le storytelling. Quelques jours avant le vernissage de cette exposition, la galerie accueillant cette exposition inspirée par le mannequin sudano-américain Grace Paul est cambriolée. Plutôt que d'annuler, l'artiste remplace les œuvres disparues par des vidéos montrant les voleurs à l'œuvre. Les visiteurs sont admis un à un dans la galerie déserte pour assister à l'étrange montage-démontage de l'exposition. L'espace 3D reproduit donc l'espace réel des vidéos et Grace se retrouve mise en abîme, déployée à plusieurs échelles. Une boutique en ligne conçue pour l'occasion prolonge l'expérience en présentant les collections montrées dans l'installation.
voilà, j'arrive à la conclusion. Avec le Brand-Scan, on présume la fin à l'isolation du produit de luxe, où il n'est plus l'élément central dans une publicité, mais il est incorporé dans une expérience transmédiale globale. Son évocation, néanmoins sa mise en récit, se spectacularise et se dramatise, s'y diversifie et se régénère en projetant objets et sujets dans une événementialité valorisante et sans cesse renouvelée. En mobilisant le processus du transmedia storytelling, le récit publicitaire se dépublicitarise et l'écriture en mettant les continuités émotionnelles ou un lien de complicité avec la marque pour les faire vivre au milieu de et avec son récit. Alors, la communication de luxe subit une nouvelle tension où interfèrent des notions contradictoires telles que la distance et la proximité, l'intercorporel et le temps réel, l'officiel et l'officieux, les images X s'entrechoquent dans un grand magma, collision artistique, dysfonctionnement culturel, mélange de genres pop culture au du modernisme. L'image de luxe se mute dans sa digitalisation, mais pas dans ses fondamentaux. L'enjeu toujours le même, vendre du rêve et du plaisir au plus grand nombre sans jamais décevoir et limiter. Avec le transmedia storytelling qui s'annonce perpétuellement pour les marques de luxe, c'est un retour à l'imaginaire, à l'inattendu, à la curiosité, au suspense et à la légèreté. Et voilà alors comment les marques de luxe continueront à nous raconter des histoires et se raconter en histoire tout en apportant la promesse de vivre une réalité augmentée, des émotions augmentées, des valeurs et des idéologies augmentées. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Manel. Peut-être que vous pouvez cesser le partage d'écran, comme ça c'est plus convivial pour les interactions. Merci beaucoup. Voilà, c'est bien. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions? Moi, j'ai peut-être une question pour commencer dans la présentation, donc, par rapport aussi à la question des imaginaires, pas pour tous les exemples que vous avez présentés, mais je pense particulièrement à Chanel et à Vuitton. Je me demande s'il n'y a quand même pas une dimension qui opère, qui est un imaginaire très nostalgique et rétro. Alors, ma question, c'est est-ce que c'est exploitable? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée-là d'une sorte de nostalgie pour le passé de la marque, hein? Et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas une tension entre un univers un peu nostalgique et donc une imagerie rétro, vintage, et en même temps l'utilisation de nouvelles technologies? C'est-à-dire que est-ce que vous voyez cet imaginaire-là à l'œuvre de manière plus massive qu'à travers les quelques exemples que vous avez montrés? En fait, je pense que les marques de luxe s'insécurisent déjà c'était déjà depuis longtemps. Ils s'insécurisent dans le brand scan, c'est leur nature. Il y a derrière une histoire. Cette histoire peut être développée à travers donc plusieurs techniques, surtout donc en mobilisant les théories de l'audiovisuel, des prouesses numériques et voilà. Donc, on peut arriver à mettre en valeur l'identité de la marque de luxe et faire ressortir son ADN et ses valeurs immatérielles. Est-ce que vous avez l'impression, pour poursuivre la question, est-ce que la nostalgie, pour vous, le jeu sur la nostalgie, constitue un attrait dans ces univers transmédia? Oui. Oui. Ok, merci. Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres réactions? Moi, j'ai une deuxième question alors. Quand vous parlez d'excès de narration, ça, je n'ai pas très bien compris en fait. Qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Cette notion d'excès de narration, c'est à partir des images fixées. Ce sont des images qui ont été créées grâce au numérique, en utilisant la réalité virtuelle, la réalité augmentée, tout ce qui est photomontage, donc effets spéciaux et toutes les techniques qu'on pourra les appliquer sur toute image, que ce soit image figée ou animée. Donc c'est un excès de support de narration, en fait. Non, ce n'est pas un excès de support, c'est un excès à l'image même. À l'image, on peut ajouter que ce soit des trucages, donc des effets spéciaux et tout ça. Ce sont des images fixées qui offrent à ces marques de luxe de montrer cet univers imaginaire et fictionnel. D'accord, merci.